Hello, salut Quentin, ça va? Salut Kevin, très bien, merci et toi? Ouais, super, merci. Bon, c'est un plaisir de te recevoir. C'est la première là de laboratoire du freelance qu'on va lancer du coup avec nos codes France. Donc le principe, Merci. c'est vraiment de délivrer un maximum de valeur pour aider du coup les freelance tech, principalement nos codes, hein, pour justement l'acquisition, tout ce qui est pour faire évoluer leur business en fait. Donc nature, tranquille, on est des contracts et on se donne un maximum, ok? Top, top. Merci de me recevoir Kevin et puis je suis honoré d'être dans cette première de l'émission. Donc Yes. à fond pour donner Merci à un toi bon. en tout cas d'avoir accepté. C'est vrai qu'on m'avait parlé de toi et c'était Hugo. Et il m'a dit, mais attends, parce que j'ai dit, il me faudrait un gars qui soit vraiment calé sur tout ce qui est no-code, automatisation, IA et surtout ben, pour le marketing pour les freelances, tu vois. Et Hugo, il m'a dit, j'ai exactement la personne qu'il te faut. Je dis, bah, tu blagues. Et du coup, il m'a dit, mais attends, je te montre. Et du coup, il m'a montré. Et après, je me dis, bah oui, mais c'est sûr, c'était lui qu'il fallait. Bah d'ailleurs, on va pouvoir parler de toi. T'es à Dubaï, là, c'est ça? Exactement. J'ai bougé à Ok. Dubaï il y a bientôt 2 ans. C'était Ok. mon rêve de vivre ici et ça l'est toujours, malgré cette période un petit peu difficile actuellement, mais franchement, c'est un environnement exceptionnel. Et puis voilà, j'ai quitté mon job à Genève. Je travaille à Genève, je suis français. Et je suis arrivé ici avec mes valises. Et voilà, c'était parti pour l'aventure. Alors moi, ça se voit pas tout de suite parce qu'il y a du soleil, mais je suis en Bretagne. Mais en Bretagne, Donc, c'est très ensoleillé, non? En général. ouais, bah il fait beau plusieurs fois par jour, ce qu'on dit. Tu vois. Hello Xavier, salut Noxy, bonjour tout le monde, ça fait plaisir aussi que vous soyez venus. Écoute, on va commencer un petit peu par te présenter toi et puis par aussi bah, là où tu bosses. Pour commencer, on va commencer un peu simplement. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui exactement toi chez Init? Dans cette entreprise qui est l'écosystème de start-up du centre financier de Dubaï, je suis responsable du marketing digital avec une partie aussi sur le management de l'équipe marketing complète et architecte IA dans le sens où, en collaboration avec l'équipe tech, on vient identifier les opportunités d'implémentation de l'IA sur les process qui font vraiment sens pour mettre en place ce qu'il y a besoin de mettre en place pour être soit plus productif, soit pour gagner en qualité. Par exemple, en réduisant le taux d'erreur, etc. Donc, c'est des choses que je fais au quotidien dans mon entreprise depuis novembre, parce que j'ai commencé en novembre là-bas. Voilà. Ouais. Ah ok, ok d'accord. Bah d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas du coup, ben Init, c'est quoi l'écosystème et c'est quoi le rôle que en fait vous jouez vous pour les startups là où vous êtes? Ouais. Donc, avec l'accent anglais, c'est Ignite. Ignite fait partie du C'est pas BI, faux. le centre financier de Dubaï. C'est une initiative qui fait partie de la Dubai Digital Economy, lancée par His Highness Sheikh Hamdan, le prince héritier de Dubaï. Et Ignite est la plateforme qui réunit sous un même toit, sur une même plateforme, les fondateurs de startups, que ce soit des individus ou des startups qui ont déjà plusieurs personnes dans l'équipe, les investisseurs et les mentors. On a donc une plateforme qui réunit ces trois groupes de personnes pour les mettre en relation. Et l'idée, c'est de donner aux startups, aux fondateurs startups, tout ce dont ils ont besoin pour créer leur entreprise et puis aussi pour la scale. Ok, énorme, c'est cool hein. Ah, c'est vraiment cool de t'avoir ici pour ça. On va parler. Maintenant, on va passer vraiment ben, dans le sujet du coup, ben, comprendre l'écosystème un peu des startups parce que c'est quand même le sujet du jour. Et qu'est-ce que les freelances comprennent le moins en général sur la façon dont les startups elles fonctionnent finalement au quotidien. Une startup, elle vit si on parle de la startup en elle-même, elle vit dans une incertitude constante. Au début, tu es dans Eh oui. ton état d'étude de marché, que tu es déjà un MVP ou non. Après, tu crées ton MVP, tu vas faire face au premier client, au premier prospect. MVP en anglais. Voilà, exactement. Avec la- MVP. Et puis, après, tu cherches à lever des fonds. Et puis, même quand tu as déjà des fonds, etc., dans toute cette aventure, tu es dans l'incertitude totale. Est-ce que tu vas avoir assez de cash pour finir le mois? Est-ce que tu vas avoir assez de cash pour payer, je sais pas, les partenaires, les prestataires, etc. Et je pense que les freelances, ils doivent garder ça en tête pour
mener la relation à bien. Je pense qu'on en Oh, parlera un peu plus non, après, c'est ça, mais hein. Ouais. c'est très important pour un freelance de se dire que, il peut y avoir certains moments au début de la relation où des petits efforts sont nécessaires pour tisser une relation de confiance qui va être de toute façon gagnante sur le long terme. Donc je Ok. pense que c'est cet aspect incertitude qui est vraiment, central dans la relation et puis du coup, bah, avec un peu d'empathie, bah, ça permet de faire face à ça plus facilement. Ok. Avoir de l'empathie. Ça, tu vois, c'est vraiment hyper intéressant de l'avoir en tête parce que si on n'a pas ça dès le début, on part direct avec un poids lourd en fait. Donc il faut tout de suite avoir de l'empathie et monter à bord de leur bateau, tu vois, pour pouvoir les suivre du coup dans leur chemin. Ça, c'est hyper important. Ouais. À quel moment une startup elle peut se dire, tiens, on a besoin d'un freelance maintenant? Soit quand elle décide d'externaliser une compétence. Disons que moi, demain, je crée ma startup, j'ai la compétence marketing digital, mais si je me dis, bon, ben, il faut que je me concentre sur l'acquisition client, sur driver, je sais pas, l'équipe tech pour créer le produit, etc. Et je veux vraiment externaliser cette partie marketing digital que je connais bien, bah, ça peut être intéressant pour moi. Donc, soit externaliser et ou scale aussi. Parce qu'on peut Ok. se dire, bah, on fait du marketing digital qui fonctionne bien, on a des campagnes qui tournent, mais là, voilà, on veut rentrer dans le concret, on veut atteindre de nouveaux marchés, etc. Donc là, on va passer par une agence ou passer par un freelance qui a cette expérience-là pour atteindre un marché anglophone, par exemple. Tu vois, si tu es en France, tu dis, bah, Hmm. avec mes ads francophones, ben, je vais pouvoir target la Suisse et puis la Belgique sans problème. Mais après, comment je fais si je veux étendre en Allemagne ou en Espagne Eh oui. ou plus loin, Ok. tu vois. Et du coup, ben, je dirais c'est pour externaliser et ou scale, globalement. Ok. Et toi, du coup, par rapport à ce que tu as vu, toi, passer, de ce que tu sais, c'est quoi les types de freelance, en fait, les compétences un peu les plus demandées aujourd'hui par les startups? Il y a une partie, ce que j'ai vu, c'est du tech, donc du développement. Ok. Aujourd'hui, euh, c'est ultra simple de vibe coder une solution en une demi-journée, un jour. Mais après, on parle de gestion des données, on parle de gestion de la sécurité et de choses qui sont plus techniques, qui sont plus, moins accessibles. Pour moi, aujourd'hui, c'est encore difficile de vibe coder de la sécurité, tu vois. Tu peux demander à Claude Ouais, bien sûr. de faire un check et puis de te corriger les trucs, mais disons que tout ce qui est, c'est un point qui est crucial, la RGPD en Europe, qui est ultra Bien sûr. important, et C'est ça l'est clair. de plus en plus aussi dans les autres régions du monde. Tu sais, aux Émirats Arabes Unis, il y a une loi qui s'appelle la PDPL, mais elle tend vers la RGPD. Comme en Suisse d'ailleurs. La loi, la LPD, la loi sur la protection des données, elle tend vers la RGPD. Donc, où que tu sois, c'est important d'établir tes standards au niveau de la RGPD, qui est le standard le plus strict actuellement. Donc, il y a une partie tech, les freelance tech, et puis il y a la partie aussi marketing, tu vois. Parce qu'on peut créer un super produit qui fonctionne super bien, on a nos premiers clients, etc. Et après, quand il s'agit de communiquer, que ce soit sur l'entreprise, les valeurs, les piliers de l'entreprise ou sur le produit, les fonctionnalités, etc., eh bien, on va vouloir demander à quelqu'un bah, comment est-ce que je lance mes premières campagnes Google Ads ou comment est-ce que je les optimise. Parce qu'aujourd'hui, c'est ultra simple de lancer une campagne Google Ads ou Meta Ads, mais la rendre plus professionnelle, s'assurer que sur, je sais pas, les 10 dollars qu'on dépense par jour au début, bah, il n'y en a pas 3 qui partent à la poubelle, tu vois. Donc, Ah, on bien sûr. vient professionnaliser ça. Donc, tech, marketing, et puis, ouais, globalement, c'est les deux champs de compétences les plus demandés d'après ce que j'ai vu. Ok. Ok, d'accord. Et du côté des freelances, c'est quoi l'erreur que majoritairement en général, hein, ce serait quoi l'erreur la plus fréquente qu'un freelance fait quand il travaille avec une startup de ton expérience? Quelque chose qui se répète, tu vois, tu te dis, putain, les freelances, en fait, ils font toujours cette petite erreur, c'est trop dommage, tu vois. Je pense que ça rejoint un petit peu le point dont on parlait tout à l'heure, c'est de penser qu'il travaille avec une entreprise déjà établie. Ok, Euh, comme je dit tout à l'heure, une startup, elle évolue dans l'incertitude la plupart du temps. Et donc,
se dire: «Ah ben, comment ça, je dois travailler, sur une base de commission et puis pas que sur du fixe» et cetera. Au début, je pense que c'est important de se dire qu'il faut faire un peu l'effort de faire le pas en avant vers la start-up et c'est un pas en avant qu'on va faire d'ailleurs, par affinité, tu sais? Parce qu'on va, si on tombe sur une start-up, puis on n'a pas vraiment le feeling avec le fondateur ou la fondatrice, on n'a pas vraiment le feeling avec le produit qu'ils font, alors que si on a le feeling et puis qu'on croit à fond dans la mission, on va se dire: «Bon, bah, c'est OK de réduire mes frais fixes peut-être au début et d'avoir une rémunération plus basée sur la commission au début». Puis après de rentrer petit à petit dans une mécanique de frais fixes et de plus structuré, plus, sûr, je dirais. Donc l'erreur qui est faite au début par rapport à ce que j'ai vu, ces derniers mois, c'est de se dire: «Bah, je deal avec une vraie entreprise», dans le sens OK. juridique, dans le sens, établi qui fonctionne déjà, qui a déjà, tu sais, ses prédictions sur l'année, des frais, fixes, Très et institutionnel, quoi, quelque chose de très voilà. établi, ouais, OK. C'est Donc l'erreur, c'est plus le manque de flexibilité, finalement? ouais, je pense que c'est ça, exactement. Tu as bien résumé, OK. ouais. OK, trop cool. OK et il y a, tu vois, je parle des erreurs, du côté freelance, mais est-ce qu'il y a des profils freelance qui sont immédiatement refusés, par exemple? Les startups, ils disent: «Par contre, ça, c'est non, on prendra jamais un type de freelance qui est, comme ça». Des red flags. Hem, alors ici, c'est à Dubaï, c'est plus le cas parce qu'on est beaucoup d'expats et du coup, il y a la barrière de la langue qui se pose, assez vite selon avec qui tu veux bosser. Mais je dirais qu'en France, par exemple, j'avais plus eu ça quand je travaillais en agence de communication, parce qu'avant je travaillais en agence de communication à Genève. Je pense qu'un freelance qui parle beaucoup de ce qu'il peut faire et qui montre pas assez de résultats ou d'expériences passées, c'est quelqu'un qui promet beaucoup plus que ce qu'il va pouvoir délivrer et du coup, c'est un vrai red flag pour moi. Je préfère OK. largement après c'est un choix aussi, personnel, mais je préfère largement, discuter et puis négocier avec quelqu'un qui est plus posé, qui a plus la tête sur les épaules et qui, qui sait aussi dire non, hein. Je sais pas. Parce que quand quel que soit le prestataire, quand tu poses une question et puis qu'ils disent: «Oui, oui, 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 oui» à tout, tu te dis: «Attends, il y a un problème là». Alors si c'est un OK. freelance qui dit: «Ben, en termes de marketing digital, je connais très bien, Meta Ads, Google Ads, mais TikTok Ads, je connais moins». Bon, au moins tu sais dans quel périmètre tu évolues. Et après si tu dis: OK. «Bah, non, maintenant Google Ads, Meta Ads, ça fonctionne bien, je veux partir sur TikTok Ads», est-ce que tu connais quelqu'un qui peut le gérer? Ou est-ce que toi tu peux tester pour nous? Et quelqu'un qui est pas qui promet trop et qui rend du coup le périmètre pas très clair, sur ce qui est Oui, c'est possible. clair. Éviter d'être couteau suisse, quoi. Bah, en plus, c'est hyper négatif parce que si tu offres trop de services, du coup, à un moment, comme tu es freelance, tu es tout seul, du coup, tu as pas le temps de tout faire, du coup, tu es pas forcément efficace dans tout et finalement, la qualité, elle est moindre donc c'est se desservir en plus de proposer, un éventail hyper large de services. Et puis même du côté du freelance, tu sais, dans le contrat, dans l'offre qui est signée, le contrat qui est signé, mis en place, si c'est quelqu'un qui fait tout, il va être très vague dans le contrat, alors qu'au contraire, c'est utile pour lui de se protéger et d'être très clair sur, par exemple, si on parlait tout à l'heure d'organique, tous les 2, bah, de dire, bah, voilà, 8 posts par mois ou 12 posts par mois avec, tant de stories, ça va être tant de vidéos, tant de statiques et cetera. Si c'est clair, c'est défini et après on fait évoluer le scope, plus ou moins par rapport aux besoins et par rapport aux résultats. Mais si on dit qu'on sait tout faire, pour, demain ou même, pour hier, tu vois? Bah, l'offre elle sera pas carrée et ça va desservir le freelance, à mon sens. OK. Ah oui. Et puis en plus, il va se retrouver bloqué du coup, parce que s'il met pas les termes précis dans le contrat, finalement, c'est-à-dire qu'il est disponible, pour plus et forcément, il va pas se retrouver financièrement en plus dans sa prestation. Et si le OK, client il est donc habitué vraiment être précis, ouais. ouais, c'est clair. Ah, s'il est habitué au freelance, il va ouais, il va le presser au maximum, ouais, c'est clair. Non, c'est pas cool. Donc là, on a parlé des red flags, mais ce serait quoi un critère? Qu'est-ce qu'ils regardent en premier les startups quand ils font appel à un freelance? C'est quoi le premier critère? De se dire, «Tiens, ça, c'est hyper important pour nous».
Bah, je pense qu'il y a De quand temps même, en on va pas temps, se excuse-moi, quand de mentir. temps en temps, je vais afficher une question, c'est les questions du chat. Du coup, n'hésite Ok, pas très si tu as bien. des questions. Beaucoup de freelances font des choses qui recoupent plusieurs compétences. Comment vous gérez ça? Je pense que il faut parler à ce moment-là de livrables parce que euh, ouais, si tu parles de, par exemple, je sais pas, une campagne mail, si ton livrable, c'est une campagne mail avec pour objectif acquisition de 100 clients, par exemple, bah, dans la campagne mail, bah, tu vas avoir des skills sur la mise en place technique de la campagne mail, sur les workflows d'automatisation. Par exemple, si sur HubSpot, tu as une audience déjà de 10 000 personnes et puis que tu as des personnes qui viennent en outbound, ou en inbound d'ailleurs, hein, c'est égal. Mais si tu as des personnes qui arrivent, ben, tu veux gérer ces personnes qui arrivent au mieux avec des workflows. Et puis on parle de mail, donc on parle de copywriting. Donc ça demande plusieurs compétences, mais le livrable, c'est la campagne mail. Je pense donc que c'est une manière de raisonner. Ok, plutôt pas en termes de livrable que de prestation de service en tant que tel, quoi. Voilà, Celui qui dit exactement. du coup, par exemple, je fais de la transformation numérique, je peux faire du process, des apps, des ateliers. Vous parlez plutôt en tant que livrable. Qu'est-ce qu'on va livrer à la fin? Ça va être quoi la transformation sur laquelle tu vas opérer plutôt que tout le process sur lequel on va élaborer la prestation, quoi. Ouais. Ok, très clair. Très clair, j'espère pour toi aussi, Xavier, n'hésite pas hein, à le lire. Du coup, ouais, je reprends la question sur qu'est-ce qu'ils regardent en premier, les startups, pour choisir un freelance. Le prix, c'est important. Et bien Le évidemment prix, ok. d'être compétitif parce que il y a 12 000 freelances de disponibles pour mettre en place un site web, par exemple. Par exemple, tu as besoin d'un site web ou d'une simple landing page pour tes campagnes que tu fais déjà. Eh ben, il y a une offre de freelance extrêmement variée et donc à qualité égale, on va comparer le prix. Et après, une fois qu'on a comparé, on va, je sais pas, shortlister 5 personnes, on va regarder leur expérience par rapport au domaine. Si moi j'ai un SaaS imaginons je construis un SaaS qui a comme cible les agences de communication en Suisse. Eh bien, quelqu'un qui a déjà l'expérience suisse de la communication enfin, pour faire la promotion de SaaS, bah, c'est quelqu'un qui va avoir un gros avantage par rapport à quelqu'un qui a travaillé, je sais pas, aux Émirats pour vendre des t-shirts, tu vois. C'est pas du Ouais, tout bien sûr. le même volet. Et donc, l'expérience, c'est important, les expériences passées, le prix également. Ouais, c'est Ok. mes... En fait, c'est un peu comme un CV finalement quand on veut postuler dans une entreprise. Finalement, il faut vraiment mettre en avant qu'on a une spécialité et en plus un marché dédié justement pour cette startup-là et le mettre Oui, largement en avant pour être sûr d'être ok, ouais. shortlisté. Ok, trop cool. Ok. Vraiment c'est presque une candidature personnalisée à chaque fois. C'est pas Bah, juste un ouais, c'est ça, portfolio bien sûr. à mettre en ligne. Ouais, c'est top. Ok, très bien. Ok. Exactement. Et est-ce qu'il y a tu vois, des petits trucs quand tu parles à un freelance ou de ce que tu as vu, à un moment il dit quelque chose ou il te montre quelque chose et tu dis putain, ok, ça va être lui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des petits trucs comme ça qui changent la donne vraiment? Euh, Moi, je suis très axé sur l'orthographe. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai Ah, ok. toujours été. J'ai grandi dans cet état d'esprit-là, disons. Et pour moi, un freelance, dans le milieu francophone en plus, ça fait du sens. Quand on écrit Internet avec un I majuscule, je sais que la personne elle est très sérieuse et professionnelle. Waouh, je suis pas du Un tout tout petit sérieux truc, alors. hein. Non, mais alors, c'est pas toutes les personnes qui sont sérieuses utilisent un I majuscule et l'inverse est vrai également. Ça veut pas dire ça, mais je trouve que c'est un indice et c'est un tout petit truc, Ok. mais je trouve que c'est important. J'ai discuté une fois avec quelqu'un, il me disait quand tu embauches un dev, tu veux pas qu'il fasse zéro faute d'orthographe sur son CV, tu veux qu'il dev bien. Et ce sont deux Ouais, compétences différentes. Et ouais. je suis partiellement d'accord avec ça. Je suis quand même d'accord en partie. Mais, euh, mais
Donc ça, c'est microscopique, mais je trouve que c'est important. Après, non, quelqu'un quand on discute, quelqu'un qui sait dire non, pour moi, c'est ultra important. Ok. Parce Vraiment, il va que, assumer ce qu'il sait pas, quoi. ouais, exactement. Parce que dans le cadre d'une relation, quand on commence avec un freelance, on ne sait pas jusqu'à quand, enfin, le contrat, la mission, elle va durer un certain temps, mais si ça se passe bien, euh, ça peut durer 6 mois de plus, 1 an de plus, 5 ans de plus, tu vois. On ne sait pas. Puis après, c'est peut-être quelqu'un que tu vas vouloir internaliser en partie, à mi-temps, je sais pas. Et donc, envoyer les bons signaux dès le départ, c'est ultra important. Et de savoir dire non, bah, je trouve que c'est une preuve de- d'intelligence de communication et ça va aider de toute façon dans la relation par la suite. Ok, très bien. Donc pour la prise de contact, c'est vraiment important de montrer qu'on a une spécialité à un secteur. Mais est-ce que Mm. au cours de la vie, justement, de la relation avec la startup, en général, les freelances, ils sont amenés justement à être un petit peu plus polyvalents? Est-ce qu'ils sont sollicités plus pour d'autres projets, par exemple, avec la même startup? Ou est-ce que du coup, non, ils sont vraiment liés à une type de compétence, du coup, à ce marché-là? Et ensuite, du coup, bon, ben, si la startup a besoin de quelque chose d'autre, ils vont aller chercher d'autres freelances ou est-ce qu'ils vont vraiment essayer de dire aux mêmes freelances qu'ils ont déjà pris? Est-ce que ça, c'est possible que tu le fasses? Est-ce que tu as des compétences? Est-ce que tu peux développer tes compétences là-dessus? Ou pas, en fait? Mhm. Une startup, c'est un peu une organisation désorganisée. Enfin, une organisation dans le sens entreprise, mais désorganisée. Donc, je pense qu'ils vont, comme à ce moment-là de la croissance de l'entreprise, tu apportes plus de valeur à la relation qu'à la compétence. Tu vas te tourner vers ce freelance qui fait déjà toutes ses campagnes digitales pour lui dire, tu arrives à me faire une landing page. Il n'y a pas besoin de faire un truc ultra carré, tout bien, tout propre, etc. Je veux juste une landing page qui fonctionne, sur laquelle je peux avoir tous mes trackings. Et puis si la personne, elle te dit oui, ben, tu pars avec cette personne parce que c'est recruter quelqu'un et obtenir une relation de confiance avec, le pain point, c'est beaucoup plus fort que d'avoir un livrable de qualité, tu vois. Je sais pas si Ok. je Ouais, ok, comprends ça. d'accord. Et privilégier vraiment la relation qu'ils ont déjà créée, plutôt que de devoir en recréer une nouvelle avec quelqu'un d'autre et de repartir sur Voilà, quelque chose de exactement. produisant. Ok, Même en termes de d'accord. communication, je veux dire, au lieu de discuter avec 5 freelances, si on discute avec que 2, bah, c'est tout de suite plus simple, tu vois. Ouais, c'est clair. Ah, puis ça crée T'as que une deux cohésion clés. d'équipe. Enfin, ça fédère, je pense aussi, au lieu d'avoir Ouais, 1000 exactement. personnes. Ok. Et je pense Et que ouais, l'état d'esprit de toute façon d'une startup au début, c'est de tout faire un peu tout en même temps, enfin, dans la mesure du possible, mais tu essaies de livrer à fond au début. Et puis, tu sais, c'est que quand tu cherches un stage et puis tu rejoins une startup, tu sais que tu vas tout faire quand tu ouais, cherches c'est un vrai. job. Parce que c'est très comme ça, quoi. Tu, tu- c'est pas, tu as une tâche et tu fais qu'une tâche. C'est ce que tu feras plutôt dans les grosses entreprises. Et je pense que du coup, ben, la relation avec un freelance, c'est la même chose. Ok. Ouais, l'écosystème est complètement différent. Du coup, là, on commence vraiment sur quelque chose qui, c'est la base d'un startup, la base d'une future entreprise institutionnelle finalement. Donc Ouais, là, il va exactement. falloir d'abord essayer de trouver les secteurs, les activités, les compétences qu'on va Mm. pouvoir ensuite segmenter si besoin. Même pas sûr d'ailleurs. Même pas sûr, Et mais oui, oui. ouais. Sur le positionnement des freelances, euh, est-ce qu'à un moment, le freelance il devient indispensable pour la startup ou pas? Il peut devenir indispensable ou pas? Non, je pense que non. Je pense que je pense que être indispensable, c'est subjectif, Oui. premièrement. Ok. Parce que on dit qu'on est indispensable quand on a la connaissance de l'entreprise depuis 2, 5 ans, même plus. Quand on a la connaissance des process, quand on a la connaissance de ce qui va être important ou pas dans la relation, quand on négocie, quand on délivre, tu vois. Mais je pense que si, si je réaborde ce sujet de l'offre et la demande, ben, il faut toujours garder en tête qu'on est en compétition. En fait, on ne sait jamais si l'entreprise pour laquelle on travaille, elle cherche quelqu'un d'autre ou pas. Un autre startup ou enfin un autre freelance ou une autre freelance. Ok. Je sais pas, réduire les prix, par exemple, réduire les coûts.
Parce qu'une startup, à un moment, elle peut avoir des difficultés financières pour une raison ou une autre. Et elle se dit, ben voilà, ce freelance-là, il me coûte 500 € par mois. Actuellement, c'est limite, j'aimerais bien descendre à 400, tu vois. Ben, rien ne l'empêche d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, je pense qu'être indispensable pour moi, c'est très subjectif et je pense que c'est pas vraiment possible de l'être. Ok, et il y a plutôt les startups, ils ont plutôt vocation à justement, s'ils doivent diminuer les coûts, par exemple, de passer de 500 à 400. Est-ce qu'ils vont d'abord aller chercher d'autres freelances, voir s'il y a ce tarif-là, ou est-ce qu'ils vont parler aux freelances avec lesquels ils bossent pour dire, écoutez, là, on a des sujets d'économie, on a des sujets financiers, il faut qu'on réduise nos coûts. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que c'est quoi la première option qui vient, qui leur saute aux yeux en général? Ça, il n'y a pas vraiment de réponse parce que tout dépend du fondateur. Ah, ok. Ah, c'est ça la vision finalement du fondateur. C'est là où il faut Ah être oui, en contact exactement. avec lui. Ok. Ouais. Si c'est un fondateur qui est très brut de décoffrage, ben, enfin, j'imagine qu'il va aller chercher quelqu'un d'autre et puis un jour il va te dire, ben, voilà, le contrat il arrive à terme dans 2 semaines et puis on ne veut pas le renouveler et puis voilà. Ok. Et puis il y a des personnes qui vont se dire, ben, voilà, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Je pense que là, on traverse un moment un peu compliqué et puis on est enfin, on va être peut-être plus à l'aise d'aller en parler aux freelances en disant, bah là, ça va être compliqué. Donc, soit tu fais un effort temporaire et on continue à bosser ensemble, soit on change. Rien de personnel, c'est juste qu'au bout d'un moment, il y a, Ok. quand il y a des priorités, il y a des priorités, quoi. Donc c'est important aussi pour le freelance dès le début tu vois, de se positionner, mais aussi de prendre toutes les informations du coup de la vision du fondateur parce que c'est ce qui va déterminer aussi toutes les étapes futures avec la relation, quoi. Ok. Ouais, exactement, exactement. Et d'un côté comme l'autre, c'est très important de comprendre rapidement avec qui on bosse. Ok. Tu vois, est-ce que ça va être carré en termes de, je sais pas, la rémunération, par exemple. Dans le contrat, c'est marqué qu'on doit être payé jusqu'au 3 du mois prochain. Ben, les premiers mois, ça va te permettre de voir si la personne, elle te paye en retard ou pas. Ok. Euh, En termes de, je sais pas, de disponibilité, est-ce que c'est quelqu'un qui va te donner du feedback très rapidement sur les livrables que tu envoies? Est-ce que ton client, c'est quelqu'un qui va te contacter à 2 heures du mat et péter un câble parce que tu n'as pas répondu, tu vois? Donc je pense que c'est important des 2 côtés de savoir avec qui on bosse parce que de toute façon, ça va nous aider à nous Oui. protéger et puis à poser nos limites, hein. C'est Ouais, c'est important. clair. Ok. Et j'ai une question, alors c'est en lien quand même, mais pourquoi il y a des freelances qui sont très très bons et qui galèrent à trouver des missions, et pourquoi il y en a qui sont moins bons qu'eux et c'est très facile pour eux à trouver des missions? C'est une question de visibilité. C'est une question, Ouais. tu sais, c'est marrant que tu dises ça parce que récemment sur LinkedIn, j'ai vu une personne que j'ai rencontrée ici à Dubaï. Cette personne, elle est entrepreneur, elle a un profil Malte. Ok. Et apparemment, son profil Malte n'était pas du tout optimisé. Moi, je ne savais même pas qu'elle était sur Malte, mais disons que voilà, j'avais découvert ça sur LinkedIn. Et du coup, elle est passée par quelqu'un qui lui a optimisé son profil Malte et apparemment, aujourd'hui, ça va mieux, etc. Et puis, elle arrive à onboarder plus de clients grâce à ça. Donc, c'est une question. Tu sais, tu parlais de CV tout à l'heure. Tu peux Oui. avoir une expérience de dingue, des compétences exceptionnelles, une intelligence des process et une intelligence business aussi, comment l'entreprise fonctionne, etc. Si tu n'arrives pas à te présenter correctement, si tu loupes ton entretien, ça ne va pas le faire. Tu vois. Donc je pense que c'est une question de visibilité et une question aussi d'audace, parce que il y a beaucoup d'événements de start-up, d'événements entrepreneuriaux, etc. Et donc, aller voir les gens et puis discuter avec eux, se présenter, s'intéresser à eux, ce qu'ils font, ce dont ils ont besoin, etc. Bah, si tu le fais pas, bah, tu te coupes des opportunités. Ok. Donc il faut être actif là-dessus en fait, hein. Ouais, Faut être hyper actif. Ouais. ouais, Et exactement. il y a ça serait quoi toi? Tu devais donner un seul conseil à part l'audace. Pas le droit de tricher, tu viens de le dire. À part l'audace, ça serait quoi un seul conseil si tu devais donner justement à un freelance no code par exemple aujourd'hui?
Ça serait quoi ce conseil? Je pense que euh, il faut. il- c'est compliqué, Kevin, hein. Je pense que sur la partie no-code, si je me concentre là-dessus, je Ouais. pense que peut y avoir un syndrome de l'imposteur par rapport à des freelances qui sont très tech et qui ont beaucoup plus de connaissances tech et code, du coup. Aujourd'hui, sur pas mal d'applications, de cas d'usage, de champs d'application, un freelance no-code est aussi capable de délivrer quelque chose d'ultra qualitatif. Et je pense que, donc il y a cette partie syndrome de l'imposteur qui pour moi a disparu en grande partie. Et je pense que c'est même un avantage par rapport à un freelance tech, freelance code, parce que quand on est no code, on arrive à mieux vulgariser ce qu'on fait auprès d'un client. Eh oui, ok, d'accord. En fait, Tu vois ce que je vraiment veux dire? utiliser cette différence comme avantage, quoi, de le mettre en avant largement. Ouais, exactement. Faire du no code aujourd'hui, il faut pas essayer de se cacher derrière ah si si, ce que je fais c'est très technique. Il y a du développement dedans, etc. Tu vois, pour rendre un peu ce qu'on fait énigmatique. On peut tout à fait être ouvert là-dessus parce que les fondateurs aujourd'hui, ils savent très bien ce qui est possible de faire en no-code. Oui. Tu vois, D'où peut-être aussi leur envie de lancer des projets de start-up, tu vois, parce qu'ils se disent il y a moins de barrières, donc maintenant je peux le lancer. Ok, je veux bien me faire accompagner par un freelance, mm, avec plaisir, un mec du no-code, mais du coup, ça sert à rien de lui dire ouais, mais par contre, c'est trop. Non, écoute, en fait, il faudrait presque lui dire tu as pris une super décision, on va le faire en mhm. no-code, parce que ça va être plus rapide, parce que ça va être un peu moins cher, parce que voilà, blabla. Et du coup, trouver vraiment ces avantages et les mettre en fonction du projet qui va être livré, quoi. Ouais, exactement. Ok, trop cool. Ok, si toi, tu avais un freelance qui a zéro réseau, qui commence vraiment, tu vois, il vient de se convertir, il a fait sa certification, il a été formé, il sait faire du no-code, et il n'a pas de réseau, parce qu'avant, il était expert comptable, par exemple. Ouais. Où est-ce qu'il peut aller, à part dans les salons, pour justement se lancer dans l'écosystème des startups? Dans les communautés school. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a des startups là-dedans? Bien sûr, en D'accord. fait, il y a tout dans les communautés school. Et communauté Slack également. Je pense que les communautés Slack, School et puis Reddit, c'est ultra accessible parce que c'est gratuit. Et c'est très simple de rentrer en contact avec des personnes. Euh, je te donne un exemple très concret. Je suis en train actuellement de faire une étude de marché auprès des agences de communication pour évaluer les points de douleur qu'ils ont dans le process d'onboarding des clients. Je suis allé sur School, Reddit et Slack et j'ai envoyé des messages partout, j'ai mis des posts sur School partout, etc. Et je suis rentré en contact avec des personnes, notamment en Pologne. Et euh, là, à Dubaï, lorsque cette période un peu compliquée a commencé, une personne avec qui j'avais discuté une fois par Slack m'a envoyé un message pour me dire j'espère que tout va bien et tout. Je me demandais parce que j'ai vu ça aux infos, machin. Et cette personne-là, j'ai déjà plaisir, alors que je lui ai envoyé genre 3 messages par Slack, tu vois. J'ai déjà plaisir à discuter avec elle. Et puis après, on s'est fait un call. Et c'était ultra intéressant. Elle m'a présenté à d'autres personnes. Et donc, je pense que c'est juste School, Reddit, Slack. Yalla, on y va, tu vois. Et puis, on poste et puis on regarde. Les gens sont ultra. Moi, j'ai découvert School il y a quoi? Il y a 2 ans. J'ai été impressionné par la facilité de discussion avec les personnes. D'accord, ok. Quel que Les soit gens le sont vachement profil. disponibles en fait là-dessus. Ouais, exactement. Disponible, ouvert à l'apprentissage, quel que soit le profil, hein. Et du coup, bah, par exemple, si tu cherches un groupe de startup, ce sera très simple d'aller sur Reddit, le subreddit Startup France. Il y a des communautés Slack pour les startups, anglophones, francophones. Donc, juste aller dessus. Il y a souvent des canaux, tu sais, introduction ou présentation.
tu te présentes, et puis quand tu vois que quelqu'un se présente en tant que fondateur de startup, bah, tu mets un petit message. Ah, trop bien ce que vous faites, machin, et puis tu commences à discuter avec. Je pense que c'est juste Ok. faut y aller, quoi. La prise de contact humaine, finalement. On parle même plus de tech ou de mise Ouais, en et puis, avant de compétences, c'est vraiment l'humain en premier, quoi. exactement. Et puis ne pas hésiter à proposer un call, tu vois, de 10-15 minutes, juste pour commencer à discuter, se présenter, sans en attendre quoi que ce soit. Mais je pense que si tu passes 10 minutes en call avec quelqu'un que tu apprécies, ce sera la première personne à laquelle tu penseras lorsque tu auras besoin d'un freelance, tu vois. Ok. Ok, trop cool. Ça, c'est super conseil, ça. Et LinkedIn, on n'en a pas parlé, mais est-ce que c'est un bon canal ou pas pour toucher des Moi, je suis un startups? peu moins LinkedIn. Pour les startups, je Je pense que c'est intéressant, mais c'est pas le 80-20, tu vois. Ok. Dans le sens où si je devais choisir un ou deux canaux, un canal ou deux canaux, ce serait pas LinkedIn, parce que les fondateurs startups qui sont focus sur leur mission, pour moi, ils passent pas leur temps sur LinkedIn. Ok. D'accord, intéressant ça. On a Ça, l'impression c'est que un c'est avis, LinkedIn le canal d'acquisition. Ouais, mais tu vois, Non, une mais startup, par exemple, une startup Web3, eh ben, elle passera plus de temps sur X que sur LinkedIn. ok. Tu vois, nous, Et si je le devais. target ads Oh, pour les vas-y, je startups t'en prie. Web3, bah, c'est pas LinkedIn, hein. Nous, Ah, c'est chez quoi? Ignite, on peut onboarder des utilisateurs sur la plateforme de startup. Et pour notre challenge, par exemple, on a fait un challenge là, avec Binance ou Solana. Ben, LinkedIn, en termes d'ads purs, ça nous coûte beaucoup plus cher que des plateformes comme Meta Ads ou X. D'accord. X, ils ont. X, c'est un bon canal d'acquisition quand tu es freelance pour atteindre les startups. Je pense que oui. Ok. Et Je c'est pense que quoi, ce serait quoi les premiers messages quand tu devrais écrire en tant que freelance justement pour la prise de contact, ça serait quoi textuellement? Coucou. Coucou ma pupuce, ça va? Euh, Alors, je suis en train de réfléchir au message que j'envoyais quand je cherchais un job sur LinkedIn. En fait, je contactais toutes les personnes, tous les CEO d'entreprise, et je leur disais pas que je cherchais du taf. Je leur disais que je leur demandais ce qu'ils valoriseraient le plus comme compétence dans un profil marketing digital. Comme ça, tu passes pas Ok. pour quelqu'un qui cherche du travail. Eux, ça leur prend 30 secondes à répondre. Donc, en termes de charge mentale, c'est assez faible. Et tu obtiens ta première réponse. Donc, tu mets un pied dans la porte, tu vois. Donc, maintenant, si on le traduit pour un freelance qui cherche quelque chose, une mission, Demander qu'est-ce qui pourrait le différencier lui d'un autre en fait. C'est hyper smart. ouais, ça, ou qu'est-ce qui. Quels sont. Qu'est-ce qu'ils ont. Quelle est leur meilleure technique pour obtenir leurs 10 premiers clients? Puis après, la personne, elle va dire ben, réseau, ads, email ou quoi. Et si toi, tu es un freelance en, euh, en génération de leads, par exemple, avec des outils comme Phantom Buster, Lemlist, etc., ben, tu vas te dire ben, ah ok, super intéressant. Et puis après, enfin, tu rebondis, tu vois, tu continues à discuter. Mais de toute façon, il faut juste mettre un pied dans la porte, quelle que soit la question, j'ai envie de dire. Puis après, Ouais. bah, c'est parti pour discuter, tu vois. Donc pour les premiers messages, tu déconseilles l'IA en fait, hein. C'est vraiment humainement essayer de trouver un Ouais. lien le plus vite possible en fait, hein. Je pense que tu utilises l'IA pour les messages, mais dans un autre contexte. Quand tu as vraiment du volume. Tu vois, par exemple, ben, il y a beaucoup de posts, tu sais, sur LinkedIn, Insta, etc., qui donnent des lead magnets, puis tu mets un commentaire, et puis après, bah, la personne a commencé à discuter avec toi, que tu peux automatiser, notamment avec ManyChat. Ben là, l'IA, elle fait un travail qui est assez qualitatif, euh, Ok. mais c'est vraiment une étape de préqualification, et puis quand tu as du volume, etc., là, c'est vraiment intéressant. Sinon, c'est mieux de faire à la main, et puis c'est plus humain. Et de toute façon, tu vas réussir à voir sur le profil de la personne
le truc que tu peux creuser un petit peu, tu vois. Donc, je pense que c'est plus intéressant à la main sur ce cas d'application-là. Ok. Et toi, du coup, alors peut-être que ça, c'est des questions sur lesquelles tu peux pas forcément répondre, mais est-ce que les startups, elles ont un budget qui est alloué justement aux freelances ou aux employés ou à des projets spécifiques ou pas vraiment? Ça va dépendre du besoin. Au Alors, début, quand elles tu n'ont pourras pas... répondre à cette question juste après celle de Niluna qui dit Hello. Et se lancer sur Malte après un an de freelance, c'est pertinent encore aujourd'hui ou ce sera quasi impossible de faire décoller son profil tout neuf, qui sort de la Ah non, boîte. je pense que c'est toujours intéressant. C'est comme si on dit bah, j'ai pas envie de me créer un profil Insta parce qu'il y a déjà trop de concurrence. Je pense que de toute façon, quand tu vas sur ces plateformes, Malte, etc., tu tries par notes. Et après, tu regardes aussi, on en parlait tout à l'heure, les projets sur lesquels tu as bossé. Et si un freelance a bossé, il a pas une note de 5, mais 4,8, et puis tu vois qu'il est ou elle est toute neuve sur Malte, mais qu'elle a bossé sur des projets très similaires aux tiens, tu dis, ben, c'est une personne qui a déjà cette sensibilité par rapport à mon marché, par rapport à mon produit. Et donc, ben, Ok. tu vas être plus ouvert à bosser avec cette personne. Donc pour moi, non, non, c'est tout à fait possible d'aller sur Malte avec un profil tout neuf et puis alors, il faut l'optimiser, bien évidemment, mais après, tu peux faire décoller un profil neuf, bien sûr. Bien sûr. Ouais, complètement ok. D'accord. En fait, il faut finalement son offre, son produit qu'on veut vendre, c'est soi-même finalement. Donc il faut réussir à trouver une bonne offre, là bien la packager et se positionner pour que justement on puisse sortir du lot assez rapidement et du coup être appelé Ouais, pour des missions quoi. Ok. Donc c'est pas ouais, finalement c'est pas l'antériorité de ton profil Malte. Tu peux très bien être inscrit sur Malte depuis 25 ans. Je sais même pas si Malte a 25 ans, mais en fait, s'il est éclaté ton profil, tu as zéro projet, zéro retour, il n'est pas du tout optimisé, tu n'as même pas de photos, c'est pas pour autant que tu vas être plus appelé que quelqu'un qui aura optimisé son profil il y a un mois et qui sera parfaitement bien. Ok, ouais, exactement, exactement. ok. Je reviens à ma question sur le budget. Tu vas y passer. Est-ce que les startups, ils ont un budget ou pas en vrai pour les freelances? Avant de recevoir des fonds, je pense que c'est trop chaotique, la gestion d'un budget par rapport aux priorités, etc., pour pouvoir répondre. Et après avoir reçu des fonds, c'est là où tu vas apporter plus de structure sur ta gestion des fonds que tu as reçus, ta gestion budgétaire. Et donc là, tu vas allouer du budget par rapport à tes priorités. Et si une des priorités, c'est le marketing pour créer de la brand awareness, etc., dans ton marché, là, il va y avoir du budget. Maintenant, combien de pourcents du budget total, combien dans l'absolu par mois, etc., ça, c'est impossible à répondre. Mais je pense que plus la startup est mature, plus c'est le cas. Je pense qu'il y a une corrélation entre les deux. Ok, très clair. Merci d'avoir répondu quand même. Donc, Et il paye en général, il paye au projet ou au temps passé? ah Ou au non, au projet. résultat d'ailleurs? Ou au Alors, résultat? les startups plus early stage, elles vont payer au résultat. Ok. Parce que c'est moins engageant en termes de rémunération de leur côté, de leur point de vue. D'où le point de départ où on disait qu'il fallait être flexible à l'entrée, parce que si tu n'es pas flexible au résultat, par exemple, ça Ouais, va pas être. exactement. Exactement. Ouais, ok, d'accord. Euh, et après, ben, plus elles sont matures, plus elles vont payer en frais fixes. Et puis, je pense que ça va être des coûts au projet plutôt que des coûts mensuels. Après, ça dépend bien évidemment de la mission, hein. Si on parle Bien d'une sûr. landing page, tu vas pas faire une landing page toutes les 2 semaines, du coup, ça fait 2 par mois. Par contre, une gestion des ads, et si tu pars sur un contrat onboarding de 50 clients par mois, bah là, tu as une, t'as une interprétation mensuelle, enfin, comment dire, tu as une chronologie en fait dans le projet. Ouais, bien Donc là, bah, sûr. tu vas rentrer dans une dynamique de paiement mensuel, de rémunération mensuelle. Ok, ouais, bien sûr, ça dépend du service. Si c'est Ouais. la création type d'un MVP, par exemple, il n'y a pas vraiment de sens à payer X par mois en plus pour du Non, non, service qui voilà. a été. Ouais. Par contre, pour effectivement de la communication, si tu es community manager, bah, il y a tout à fait un sens à le faire tous les mois. Donc, ça dépend du Ouais, service, ouais. Ok. tu as Et une partie selon one-shot. toi, ouais, c'est ça, les Pardon. frais d'entrée en général. Non, non, pardon, moi je t'ai coupé. Tu as une partie de Oui, frais d'entrée et ensuite tu peux mensuellement, quoi.
voilà, mensuellement, dans un sens ou dans un autre, hein. Par exemple, pour la gestion des réseaux sociaux, tu as une partie de frais de setup au début ou d'optimisation en one shot, et puis après, tu rentres dans une dynamique mensuelle. Pour un site web, c'est pareil. Tu crées le site web et après, comment est-ce que tu mensualises une offre de site web, entre guillemets? Tu mets en place la maintenance. Bien sûr. Et la Ok. maintenance, après, elle est payée mensuellement, trimestriellement, etc. Tu vois. Ok. Très clair. Et tu penses que ça va être quoi les freelances, enfin les compétences des freelances qui vont être le plus demandées là dans les prochaines années? Parce que là, il y a vraiment plein de choses qui se passent, hein. C'est hyper actif là, c'est en train de bouillir le marché, je trouve. Et ça serait quoi, selon toi, hein, les compétences qui vraiment vont se démarquer dans les prochains temps? Alors, tout à l'heure, tu sais, tu m'as dit quelles sont les compétences les plus recherchées. J'ai oublié un profil qui est un profil créatif. Ah, C'est ok. pas la priorité d'une startup au tout début de créer une image de marque, toute une DA, etc. Mais quand la startup elle se met en place et puis elle a envie de se lancer sur le marché, de faire de la communication, elle a besoin d'un profil créatif pour pouvoir rendre ça plus professionnel. Donc je pense que c'est le troisième profil que j'aurais pu présenter tout à l'heure. Les profils créatifs, c'est important. Euh, Je vais mais faire une parenthèse pour ceux qui, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oh, mais moi j'ai pas d'imagination, je suis pas créatif. Et j'aimerais juste ouais. rappeler que la créativité, c'est jamais plus que deux choses qui à la base n'ont rien à voir et on se dit on va les assembler. C'est ça la créativité, c'est quelque chose qu'on a vu quelque part, on a entendu. On n'invente rien, on prend juste deux choses qui, à la base, n'ont rien à voir ensemble et on va les assembler. Et du coup, c'est ça la créativité. Donc, quelqu'un qui n'est pas créatif, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas de répertoire finalement. Aller prendre un livre, un magazine, même s'il est nul, on va dans le kiosque, on est à la gare, on prend un magazine, il est nul, on le lit. On est en train de nourrir son répertoire à créativité. Et plus tard, cette information, cette image nulle qui était dans ce magazine, on va pouvoir l'assimiler à autre chose, joindre les deux choses, et ça va être la créativité. Donc on peut tous être créatifs, il faut juste avoir un répertoire euh, qui se nourrit au fur et à mesure. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'était juste pour faire le lien. Non, non, Tu peux très reprendre. Donc intéressant. la créativité pour Des toi. profils créatifs, oui, bien sûr. Et après, je pense que les profils recherchés seront toujours similaires à ceux qu'on cherche actuellement ou ceux qu'on a cherchés il y a quelques temps. Il y a toujours plusieurs axes qui sont l'acquisition client, la communication, le marketing. Quand on a une plateforme, un site web, une application, un profil tech. Mais c'est avec plus d'intelligence grâce à l'IA, par exemple, plus euh, d'efficience aussi, tu sais. Parce que, Ah, par bien sûr. exemple, un designer, freelance ou pas freelance, hein, un designer qui arrive à délivrer 5 créatives par jour pour une campagne ads, avec l'IA, on s'attend peut-être à ce qu'il en livre 8 ou 10, tu vois. Ok, Parce d'accord. qu'il y a une Donc c'est partie, utiliser ça pour... voilà, pour livrer plus ou livrer mieux. Et je Ok, pense que très clair. aujourd'hui, je préférerais quelqu'un qui bosse avec l'IA pour m'assurer qu'il me livre plus sans compromettre la qualité. Parce que en fait, dans un esprit de scaling, ça me rassure. Ouais, c'est clair. Tu C'est ce que je m'étonnes. veux dire. Ok. Et justement, tu vois, on parle d'IA et tu fais un peu le lien, tu vois, tu optimises, finalement, tu utilises tout ce qui est IA pour optimiser le profil et du coup, livrer mieux, livrer plus vite, livrer. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des profils, on parle toujours de ça en ce moment, est-ce qu'il y a des profils qui vont disparaître justement liés à l'IA ou ce genre de choses? Des profils de freelance, des compétences qui seront plus du tout nécessaires. Les designers qui font juste du design d'ads, par exemple, Ouais, juste, entre guillemets, juste des images ou des choses comme ça. En fait, alors, je te réponds, comment est-ce que je te réponds? Je te réponds parce qu'on a eu on a une introduction à l'IA il y a quelques temps, là où je bosse, qui était très intéressante. Et la personne qui s'appelle Guillaume présentait tous les secteurs, enfin, toutes les compétences qui vont être impactées par l'IA et les compétences qui vont disparaître
qui vont être transitionnés de l'humain à l'IA le plus. Et dans les compétences les plus à même d'être transitionnées de l'humain vers l'IA, il y a le design, le développement et la vente. Ok, d'accord. Et ça faisait partie du top 5. Wow. J'ai plus les deux autres en tête, mais c'était les trois qui m'avaient le plus marqué parce que je suis là. Et le marketing. Et le marketing également. Parce que en fait, il y a et puis la rédaction aussi. Enfin, c'est des choses qu'on fait avec ChatGPT depuis que c'est sorti. Tu sais, sur ChatGPT, au début, on disait, ben, rédige-moi une métadescription, rédige-moi un mail, rédige-moi ceci, cela. Aujourd'hui, les IA sont quand même enfin, beaucoup plus intelligentes. Et du coup, elles sont beaucoup plus carrées en termes de code, en termes de rédaction, en termes de design. Hier, j'ai réussi à automatiser complètement ma création de carousel sur mon compte Insta. Et j'ai fait un test et je suis impressionné par la qualité que ça m'a sorti. Je suis vraiment Ok. impressionné, quoi. Bah ça, j'aimerais Et bien le voir, ça. ouais. Et Ah, bah, ton automatisation, ouais, faudrait qu'on en reparle, ouais. avec plaisir. Et puis, donc, je pense rédaction, design, mais pas design holistique, dans la compréhension de la marque, création du logo, de tous les designs, de tous les livrables en fait dont une entreprise a besoin, vraiment sur une tâche. Je pense que si vous êtes freelance et vous faites juste une tâche, il faut que vous ajoutiez un volet stratégique, beaucoup plus. Ok. Tu en Ok. parlais d'être indispensable tout à l'heure. Je pense que quelqu'un qui a une connaissance et une compréhension profonde d'une boîte va être beaucoup plus indispensable que quelqu'un qui est juste là pour une mission et puis après il part. Tu vois. Ok. Très clair. C'est pas une réponse one shot, mais j'ai essayé Non, de. mais elle est bien parce qu'elle est complète en fait, et ça montre vraiment que finalement faut plus accepter, enfin, faut vraiment accentuer le côté stratégique, donc sortir un petit peu de l'opérationnel pour se rendre un peu plus indispensable et se différencier par rapport à son offre et son positionnement, tout en restant du coup humain, quoi. Donc c'est hyper pertinent ce que tu dis. Merci d'ailleurs. Il va être l'heure d'ailleurs. Est-ce que je peux te poser une dernière question pour clôturer tout ça? C'était hyper cool déjà, hein. Merci, c'était vraiment top. Bah, merci à toi. Merci à toi. Hum. Si tu devais, toi, tu devais lancer un freelance no code aujourd'hui pour qu'il travaille avec Ouais. des startups, ce serait quoi les 3 premières choses que tu ferais dans les 90 prochains jours? 3 choses à faire dans les 90 prochains jours. Tu ferais quoi? Tu devrais te lancer là. Je contacterai le plus avec une compétence précise ou une Ouais, t'es compétence freelance no code, globale. donc tu fais t'es freelance no code, tu dev du no Ouais, code, quoi. Tu crées de l'application par exemple. ben, contacter le plus de fondateurs possible. Première chose, contacter le plus de fondateurs possible. Ok. Me mettre à jour sur les dernières techniques. Ça Ok. bouge extrêmement vite et je pense que c'est quand même important de passer un jour par semaine pour se mettre à jour. Ok. Et puis, clarifier son offre. Très clair. Ok. La formation continue, en fait, hein. Une journée par semaine, c'est de se mettre à jour, c'est ça, c'est de la formation continue. Se former, s'auto-former sur tous les sujets, sur tous les sujets. Ok. Exactement. Ok, trop cool. Avec je dirais, allez, 20-25% du temps à consommer du contenu et le reste du temps à pratiquer. Ok. Mettre en application ce qu'on apprend le plus vite possible pour être sûr. Se confronter, en fait, aux situations réelles, quoi. Ok. Ouais, Bon, bah, exactement. on a un plan sur 90 jours maintenant pour se lancer. Nickel. On te donnera des nouvelles s'il y en a qui ont réussi à péter en 90 jours grâce à toi. Avec plaisir. Merci beaucoup, Quentin, pour ta participation. C'était trop cool. Je suis trop content Merci, que tu Kevin. sois là. Et puis on reste en contact. Pour les personnes qui aimeraient contacter Quentin pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à scanner le QR code que vous voyez sur la page, c'est son profil Instagram, et il sera disponible avec grand plaisir. Il m'a dit que ce sera avec grand plaisir. Il n'a plus le choix maintenant parce que je viens de le dire, mais donc n'hésitez Non, non, pas à le contacter si vous avez besoin même de si plus c'est pour d'informations sur le milieu des startups. Ouais. voilà, poser des questions ou quoi, je suis avec plaisir disponible sur Insta.
Génial. Bah, merci beaucoup, Quentin. Bonne journée à tous. Et puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. À plus.